Français sont venus ici pour faire du rhum avec de la canne à sucre à Bimbéa. Lieutenant. Mon colonel. Vous allez me dire pourquoi la production de nickel dans ce pays diminue au lieu d'augmenter depuis que nous sommes arrivés. Je ne sais pas. Eh bien justement, essayez de le savoir. C'est votre mission. À vos ordres, mon colonel. Crumpley. Mon colonel. Vous prenez toujours des photos? Oui, mon colonel, c'est pour envoyer à ma fiancée. Plus tard, nous les montrerons à nos enfants. Eh bien, envoyez-lui une photo de cette grosse bâtisse qui pue la pomme de terre. Dites-lui qu'on n'est pas planqué dans des cases en paille, au bord de la mer, entouré de belles vainées. Le lieutenant Crumpley confère avec son adjoint, le sergent Elmers Jefferson Williams, au sujet de la mission qui vient de leur être confiée. Louise Tarbé des Sablons, appelée Blondie, est présente. C'est la secrétaire française affectée à l'état-major du général Twining. À quoi sert le nickel, sergent? Le nickel entre dans la composition des alliages spéciaux. Sergent, regardez par la fenêtre. Que voyez-vous? Je vois les ambulances qui transportent nos blessés au 82e hôpital général à Koé. Je vois des soldats fidjiens, blessés également, qui arrivent au 101e hôpital néo-zélandais. Sergent. Lieutenant. Est-ce que vous voyez des Français qui se bougent le cul pour augmenter leur production de nickel? Et voilà. C'est donc ce soir sur TNC 19h55, on reçoit Patrice Ferré et Sabrina Gagné. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes tous les deux comédiens et vous jouez bien sûr dans cette pièce l'affaire du lieutenant Forrest B. Crumpley. Alors vous allez nous expliquer un petit peu cette histoire vécue, jouée donc par les Incompressibles, dont vous faites partie. Sabrina, expliquez-nous un petit peu le résumé de cette histoire. Bon, l'histoire se déroule en Nouvelle-Calédonie à l'époque des Américains, de leur venue. Du lieutenant B. Crumpley. C'est une histoire réelle déjà qu'il faut savoir, ça s'est vraiment passé. Et quand on vous a proposé ça, est-ce que vous vous êtes senti concerné justement par cette période de l'histoire? Oui, tout à fait. Bon, on est d'ici, on voulait savoir un peu plus ce qui s'est passé vraiment et ce qui nous ont apporté beaucoup de choses aussi. Et à savoir que... Qu'est-ce que ça vous a apporté justement? Moi, personnellement, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Une réflexion? Oui. Et personnellement, j'ai plus ou moins réalisé un rêve déjà parce que j'ai joué pour un court-métrage que il n'y a pas beaucoup de gens. Vous n'osiez même pas espérer? Voilà, j'y pensais pas du tout. Ça vous a plu? Est-ce que vous allez continuer? Oui, ça m'a plu. Très belle expérience, parce qu'on ne voit pas forcément comment ça se passe derrière ou devant. Est-ce que vos familles, vos parents vous ont parlé de cette période? Oui, oui. À l'époque en Russie-Ville, où il y avait beaucoup aussi. Hier soir, c'était la fête oui. du côté de l'hippodrome. Pour Patrice, est-ce que ça a été la même chose pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience? Eh bien, bon, déjà, c'est vrai que c'est une période qu'on a du mal à cerner, nous, parce qu'on jeune génération, on n'a pas trop une idée de ce qui pouvait se passer à l'époque. Ça a dû être. On a du mal à s'imaginer autant de personnes d'un seul coup en Nouvelle-Calédonie aussi. Hein? Oui, 100 000 personnes stationnées en permanence, c'est ce qui est. Et donc ça a dû apporter un bouleversement considérable au niveau de la société calédonienne. Et est-ce que vos familles vous en ont parlé également? Attendez, oui, un peu. Qu'est-ce que ça représente pour vous deux? C'est la guerre, par exemple? Ça vous évoque quoi? On a toujours avec vu tout ce qui se passe en ce moment, avec les événements du 11 septembre, est-ce que ça vous interpelle quelque part, vous les jeunes? C'est sûr que la Seconde Guerre mondiale, c'était une guerre d'une grande dimension. C'est vrai que
En Nouvelle-Calédonie, on est un peu loin de tout ça, mais à l'époque, là, en tout cas, la guerre était aux portes. On était en plein dedans, quoi. Pour en revenir au sujet, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer l'histoire de ce personnage qui est vrai, une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. Donc, en fait, bon, la pièce a rapport avec le nickel. Et donc, bon, grosso modo, c'est par rapport, comme l'arrivée des Américains a bouleversé la société calédonienne, après, il y a eu, comment dirais-je, des problèmes au niveau de la production, etc. Donc, ça relate un peu l'action mise en œuvre par les Américains pour essayer de faire pencher la balance. Enfin, on ne va pas dévoiler toute la pièce. Ah non, on va la regarder ce soir, 1955. Vous l'avez joué combien de fois? Alors en fait, on l'a joué 3 fois au Jeudi dans un tas, ouais. Et 6 fois à Dambéa pour les Dimanches du Patrimoine. Est-ce qu'on peut espérer d'autres représentations un petit peu partout? Faut le souhaiter? Oui. Au départ, ça vous a amusé, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de continuer l'expérience? Oui, moi. Oui, non, c'est clair que c'est grisant. Ça doit être grisant. Une belle aventure. Donc, notez ce soir 19h55 sur TNC la pièce d'Ismet Kurtovic, l'affaire du lieutenant Forrest B. Crampley. Merci. Une expérience à télévision. Hein. La deuxième partie de l'horoscope, tout de suite. Le 7 décembre 1941, les États-Unis d'Amérique entrent en guerre. Le 23 janvier 1942, un corps expéditionnaire américain fort de 20 000 hommes quitte New York à destination de Nouméa, où il arrive le 12 mars 1942. Les Japonais sont aux portes de l'Australie. La mise en défense opérationnelle de l'archipel calédonien et celui des Nouvelles-Hébrides est l'objectif prioritaire du général américain Alexander Patch, qui commande l'expédition. Après que l'avance de la marine impériale japonaise vers le sud ait été stoppée lors de la bataille de la mer de Corail, les stratèges américains préparent la contre-offensive. Plusieurs dizaines de convois transportent à Nouméa tout ce que la machine de guerre américaine produit. Armes, munitions, véhicules, avions, carburant, matériaux de construction, vivres et fournitures médicales sont stockés en Nouvelle-Calédonie. En quelques mois, l'île est devenue la plus importante base militaire alliée. Plus de 100 000 hommes y stationnent en permanence. Dans la brousse calédonienne, on se prépare au combat et on soigne les blessés dans les hôpitaux de Nouméa, Dambéa, Bogen et Saramea. Désormais, si la Nouvelle-Calédonie est en guerre, on sait que la guerre ne se fera pas sur le sol calédonien. Pendant 4 années, Dambéa vit au rythme d'un camp militaire. Le village est entouré de baraquements, de toiles de tente, d'hôpitaux, de cinémas, d'ateliers, de dancing et de restaurants. Des millions de dollars se déversent sur la région où naissent des laveries, des magasins de souvenirs et des bars. Tout le monde s'emploie pour trouver une place chez les Américains qui payent bien. Pendant la guerre, toute la production calédonienne de nickel métal qui sort sous forme de mat des fours de l'usine de Doniambo est achetée par le gouvernement américain. Le nickel calédonien est utilisé pour la fabrication des avions et des sous-marins. Le mardi 20 décembre 1944, à 10 h du matin, le lieutenant Forrest B. Crampley entre dans le bureau du colonel Ernest Dunbar, chef d'état-major adjoint. Vous m'avez appelé, mon colonel? Crampley, que faut-il pour gagner la guerre? Des armes, des soldats et de bons stratèges. Comme vous, mon colonel. Imbécile. Je ne sais pas. Du nickel. Du nickel, mon colonel. Parfaitement.
Là, sous nos pieds. Partout dans ce pays, il y a du nickel. Pourquoi croyez-vous que les Français sont venus ici? Pour faire du rhum avec de la canne à sucre à Bimbéa. Lieutenant, Mon colonel, vous allez me dire pourquoi la production de nickel dans ce pays diminue au lieu d'augmenter depuis que nous sommes arrivés? je ne sais pas. Eh bien justement, essayez de le savoir. C'est votre mission. À vos ordres, mon colonel. Crumpley, Mon colonel? vous prenez toujours des photos? Oui, mon colonel, c'est pour envoyer à ma fiancée. Plus tard, nous les montrerons à nos enfants. Eh bien, envoyez-lui une photo de cette grosse bâtisse qui pue la pomme de terre. Dites-lui qu'on n'est pas planqué dans des cases en paille, au bord de la mer, entouré de belles vainées. Le lieutenant Crumpley confère avec son adjoint, le sergent Elmers Jefferson Williams, au sujet de la mission qui vient de leur être confiée. Louise Tarbé des Sablons, appelée Blondie, est présente. C'est la secrétaire française affectée à l'état-major du général Twining. À quoi sert le nickel, sergent? Le nickel entre dans la composition des alliages spéciaux. Sergent, regardez par la fenêtre. Que voyez-vous? Je vois les ambulances qui transportent nos blessés au 82e hôpital général à Koé. Je vois des soldats fidjiens, blessés également, qui arrivent au 101e hôpital néo-zélandais. Sergent, Lieutenant, est-ce que vous voyez des Français qui se bougent le cul pour augmenter leur production de nickel? pardon? J'ai les chiffres. La production de mat de ferronickel a baissé en Nouvelle-Calédonie de 50% entre 1939 et 1944. C'était pourtant le deuxième producteur mondial, après nous. Enfin, après le Canada, mais la boîte est à nous. Mieux que ça, la baisse est aggravée depuis 1942. Washington veut des explications. Préparez une opération spéciale pour ce soir. Objectif, le bureau du directeur et de l'ingénieur en chef de l'usine de Doniambo. Blondie? Blondie? Qu'en pensez-vous, Blondie? À quel sujet, lieutenant? Blondie. Il paraît qu'au nickel, il y en a qui font exprès de gifler leur contremaître pour se faire licencier et aller vendre de l'alcool aux Américains. Les Chinois aussi, ils désertent pour aller laver le linge des officiers. Même les Kanaks ne veulent plus ramasser le café et préfèrent aller couper des pots de niaouli pour les compagnies itinérantes. Je croyais que votre conseil général avait voté la réquisition des ouvriers spécialisés, des mines et de la métallurgie. Jamais de la vie. Ils s'endommagent pour attraper les dollars. Tous des pauvres. Blondie? Votre sœur connaît bien Paul Tombert, l'ingénieur en chef, n'est-ce pas? Je veux la clé de son bureau pour ce soir. N'oubliez pas mon petit cadeau, lieutenant. Le lieutenant Crumpley et le sergent Williams, accompagnés de Louise Tarbé des Sablons, inspectent le bureau du directeur de l'usine et celui de l'ingénieur en chef.
Les salauds. Les salauds. Les salauds. Pendant ce temps, dans nos fonderies à Pittsburgh, nos ouvriers font les 3-8, même le week-end. Les salauds. Dépêchez-vous. Allez, on s'en va. Ce n'est pas vous qui aurez des ennuis s'il se réveille. Ah, notez bien ce passage, sergent. Opération terminée. Le 3 janvier 1945, à 3 heures de l'après-midi, le colonel Dunbar entre dans le bureau du général Twining, chef d'état-major général. Ernest, que faut-il pour gagner la guerre? Prendre le contrôle de l'exploitation minière de ce pays? Non, Ernest. Pour gagner cette guerre, comme toutes les autres, il faut mettre dans la guerre les conditions de la paix. J'ai vu ton rapport. Tu as raison. Il faut réquisitionner cette usine. Augmenter le salaire des Tonkinois et des Javanais. Mettre les Français au travail. Et demander à nos ingénieurs de venir ici travailler avec les ingénieurs français. Mais nous ne le ferons pas. Je croyais que... Nous ne sommes pas chez nous ici. Ernest, la guerre va finir. Et la France redeviendra un grand pays dont nous chercherons l'alliance politique et qui aura besoin qu'on lui prête de l'argent. Beaucoup d'argent pour nous acheter de quoi se refaire après la guerre. Si nous incitons trop les Français à augmenter leur production de nickel, ils découvriront un nouveau procédé de raffinage du minerai à basse teneur. Qui va rafler les commandes après la guerre? Dans le nord de ce pays, certaines mines de chrome sont déjà à nous. Et nos capitalistes refusent de déposer dans les banques françaises leurs bénéfices réalisés en territoire français, contrairement à leurs lois en temps de guerre. Les Français pourraient aussi nous confisquer nos mines et les exploiter à leur compte. Washington est bien embêté. Ton rapport a fait appliquer tous les gros bonnets de la banque et de l'industrie minière dans le bureau du président. Le président a demandé des explications au grand quartier général à Honolulu. L'augmentation de notre production n'est pas à l'ordre du jour. La pénurie de main-d'œuvre spécialisée ne présente pas un caractère à trop forte gravité. L'exécution des grands travaux prévus en 1939 est différée. Nouméa, le 24 septembre 1942, signé l'ingénieur en chef Paul Tambert. Qu'est-ce qu'ils disent de cela à Washington? Les Français se moquent bien de nous, quand même. Tout ça nous dépasse, mon pauvre Ernest. Ton rapport n'existe pas et n'a jamais existé. Fais détruire tous les exemplaires. Le 10 janvier 1945, le lieutenant Forrest B. Crumpley est convoqué dans le bureau du colonel Ernest Dunbar. Lieutenant Crumpley, que faut-il pour gagner la guerre? Du nickel, mon colonel. Imbécile! Il faut de la discipline! De la discipline, lieutenant Crumpley!
De la discipline, mon colonel. New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, San Francisco Herald. Vous avez désobéi aux ordres, lieutenant. En temps de guerre, le rapport, il fallait le détruire, pas l'envoyer au monde entier. Alors comme ça, les capitalistes font durer la guerre dans le Pacifique pour continuer à s'enrichir. Ça va vous coûter cher, lieutenant. Il faut toujours se méfier des secrétaires françaises. Mon colonel... Fermez-la, Crumpley! La cour martiale va vous envoyer au trou pour 5 ans. Plus de fiancés, plus d'enfants, plus de photos. Vous finirez gardien de nuit dans un casino à Las Vegas. Lieutenant, vous avez 1 minute pour choisir. La cour martiale, ou bien vous me faites une demande pour partir à Okinawa, voir les Japonais de près. Les kamikazes, c'est très curieux comme façon de mourir à la guerre. Le lendemain, le lieutenant décolla de l'aérodrome de la plaine des Gaillacs, près de Népouy, à destination de Santo, aux Nouvelles-Hébrides. De là, il embarqua sur le porte-avions New Jersey et fit toute la campagne d'Okinawa. Le lieutenant Crumpley fut démobilisé le 23 décembre 1945 et retrouva sa fiancée. Aujourd'hui, Forrest B. Crumpley vit à Los Gatos, en Californie. Lors de sa dernière visite en Nouvelle-Calédonie, il perdit